Il y a 7 ans d'ici, il y avait une application qui s'appelait Reality Hacker VR que j'appréciais fortement, mais elle était retirée du Google Play Store car il n'a pas maintenu son application. Je me suis donc dit durant la Global Game Jams, ok, bah, je vais la recréer, vu que la thématique c'était masque, et c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai fait un atelier sur les shaders et tous ces aspects-là, shaders graph et autres, pour la réalité virtuelle. L'idée ici, c'est vous mettez un petit bout en plastique comme ça, vous avez gauche-droite, et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire une application qui ressemble à ceci. Vous voyez ici, on a l'image à gauche, l'image à droite, et quand on clique, on peut changer de shader. Donc on peut inverser les couleurs, on peut simuler la dystopie, moi, le daltonisme, on peut retirer la couleur, en ajouter, enfin, on peut s'amuser comme des petits fous. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment on fait ça en Unity. D'abord sur des webcams, ensuite sur le Quest et apprendre un peu sur les couleurs. La vidéo est un peu longue, c'est 40 minutes et donc c'est parti. Si vous aimez bien ce sujet, des couleurs, des shaders, des webcams, de comment utiliser ça sur le Quest 3, vous êtes sur la bonne vidéo et c'est parti. Alors, popolo. Premièrement, ce qu'il faut faire, c'est aller sur mon Git. On va aller chercher un outil que j'ai créé pour vous qui s'appelle Toolbox Texture 2D. Et en fait, c'est un truc qui va vous permettre de gérer des textures, c'est-à-dire de les copier, de les transformer, d'appliquer des shaders. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on va chercher hop 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 sur GitHub, on prend l'outil, on prend le lien GitHub ici et on va dans le package manager de Unity. Une fois qu'on y est, on fait install le package via URL, on le copie et en fait on installe sur Unity ma petite boîte à outils. Et donc une fois qu'on a fait ça, on peut créer une scène vide. Dans ce pot à vide là-bas, on aimerait bien en fait extraire la webcam. Mais du coup, il faudrait avoir le nom de cette webcam et donc on va ajouter un script qui s'appelle webcam list, qui est dans la boîte à outils que je viens de vous fournir. Dedans, si on fait rafraîchir, on a la liste des webcams. Vous voyez ici, MTD c'est ma webcam et Mirabox c'est un truc qui permet de capturer le HDMI d'un autre écran. Car vous pouvez en fait le faire aussi pour appliquer des shaders sur des jeux vidéo, sur du hacking et autres. Donc ici, maintenant qu'on sait le nom de nos caméras, il faudrait lui demander d'extraire par nom. Donc j'ai un petit truc ici qui s'appelle relay webcam by name, qui dit ok, bah, donne-moi le nom prioritaire des caméras et si elle est là, je te l'enverrai. On dit ok, bah voilà, j'ai besoin de la MTD caméra, puis de la ligne box, magnifique. Donc maintenant qu'on lui a donné le nom, il va nous ressortir ce qu'on appelle une webcam texture, qui est un Unity Event qui va vous donner en fait une texture qui vient d'une webcam. Donc, ok, magnifique, mais du coup, cette webcam texture, on ne peut pas vraiment la travailler parce qu'elle est propre à la webcam. Donc, il faudrait la dupliquer et la rendre en matériel. Mais avant ça, on aimerait bien déjà voir à quoi ça ressemble, sans le render texture, on aimerait juste voir à quoi ça ressemble. Donc, on rajoute un cube avec un set material in renderer, c'est un petit script qui va permettre d'appliquer une texture sur un Mesh 3D dans Unity. Ici, on met la webcam, on vise le cube, on lui donne la texture, et tada! On a un joli cube avec une webcam dessus. Alors ici, je m'étais gouré parce que les caméras étaient prises par OBS. Donc du coup, j'ai rajouté une autre caméra pour le test. C'est ça que vous me voyez remettre une autre caméra. Et donc maintenant, tom tom tom, et voilà une webcam dans Unity. Oh mon dieu! Tada! Me voilà! Donc, maintenant qu'on a réussi à mettre cette webcam dans Unity, on aimerait bien dupliquer le webcam texture à un render texture. Parce que dans Unity, le render texture permet de trafiquer, modifier, mettre dans les shaders, le faire passer dans la carte graphique et tout. Donc ici, on va mettre un petit script que je vous ai créé qui s'appelle webcam texture to renderer, qui va transformer ce webcam texture en un renderer. Il utilise pour ça une méthode qui s'appelle Graphic Blitz, qui permet en fait de dupliquer une texture dans la carte graphique. Donc ça prend la texture, ça la fout dans la carte graphique, ça copie le truc et tada, on peut l'utiliser. Donc ici, vous voyez, le code ressemble pas à ça. Ici, on fait un petit update en disant s'il y a un update, à ce moment-là, je te le mets à jour. Et on utilise ici la fameuse méthode dont je vous parle, Graphic Blitz, qui va dupliquer la texture d'une texture à une autre. Ici, à notre autre texture. Magnifique. Donc ça veut dire que là, on va pouvoir prendre la webcam, la lancer là-bas et on aura un render. Donc pour prouver que ça marche, on va l'appliquer. Donc ici, je mets use update blitz parce que le but c'est d'aller copier à chaque update de Unity. En tout cas, si on veut utiliser l'update, hein.
et on va l'envoyer vers le cube. Et donc maintenant, c'est plus la webcam, mais ça va être le renderer qui va être affiché. Et voilà, tadam! Alors on a la même chose, hein, globalement. C'est juste que maintenant, c'est un render texture. Donc maintenant qu'on a notre render texture, nous, ce qu'on a envie à faire, c'est l'utiliser pour autre chose. Donc ici, laissez-moi le temps de voir où je vais. Tadam. Oui, ici, c'est juste pour vous montrer un peu le code du set texture. C'est juste, ça va chercher après le render matériel, ça le remplace et on est bon. Pam, 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 pam. Ici, je suis en train de chercher je sais plus quoi. Je crois que c'est justement un problème de la caméra. Ah non, c'est juste que je rappelais à la personne à qui j'expliquais, je prenais le temps de lui rappeler chacune des étapes. Alors, magnifique. Nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est créer ce qu'on appelle un shader graph. Donc, shader graph ici, vous voyez, vous allez créer un fichier dans URP, ici, un unlit shader graph. Et ça va vous créer un truc pour les graphistes qui permet de faire du shader. Avant, c'était le développeur qui s'occupait de faire des shaders sur les images, mais maintenant que Shader Graph existe, c'est souvent les artistes qui font ça. Alors, on dit à Shader Graph, j'ai besoin d'une texture 2D. Cette texture 2D, elle est en nom et elle a une référence. Cette référence, on va essayer de prendre la même que Unity en tant que dans le temps, qui est main text. Donc mes scripts, eux, ils vont regarder après la référence main text pour les changer quand on va automatiser tout ça plus loin. Maintenant qu'on a main text, on est tout content. On va le déposer. On va créer une node qui s'appelle texture sampling 2D. Cette texture, ça va nous permettre déjà de voir la texture en question qu'on est en train de modifier, et ça nous permet de la diviser en plein de petits bouts. RGBA. Vous voyez, par exemple, ici, je mets une texture par défaut, et on va sortir seulement le red. Donc ici, je vous montre qu'en fait, quand on le lit à base control, c'est le résultat final. Alors ici, on fait un vecteur 4 qui va nous permettre de dire, bah, on va isoler une donnée. On met ça dans le vecteur 4. Youp. Attendez, hop, voilà. Donc on dit le red, tu vas dans la première valeur, et le vecteur 4, tu vas de l'autre côté. Il faut bien comprendre qu'en fait, un shader, ça s'applique sur tous les pixels, donc c'est comme si on faisait un calcul sur l'ensemble des pixels. Donc on dit, pour chacun des pixels, je prends que le rouge et je l'envoie ailleurs. Bon, c'est pas facile à expliquer comme ça, c'est juste pour un peu pratiquer shader graph pour comprendre, mais là, vous comprenez qu'on n'isole que le rouge, en gros. Magnifique, donc là on vient de créer notre premier shader graph, on va pouvoir le sauvegarder, sauf que du coup il faudrait pouvoir l'appliquer, l'utiliser en soi. Donc ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller créer ici un truc pour lire ce shader graph et le transvaser vers le cube. Donc pour ça j'ai un script que je vous ai fait qui s'appelle apply multiply shader graph. C'est pour en fait prendre plusieurs shader graphs et les mettre l'un derrière l'autre et les utiliser, basiquement. Hop, on met, voilà, ça ressemble à ça, donc on va lui donner une texture, et il va regarder dans la liste, ici on dit qu'on active un élément, on va lui donner un matériel, donc c'est celui ici de shader graph, et en gros ce qui va se passer c'est qu'il va prendre votre texture, il va appliquer le matériel dessus, et puis on va utiliser Graphite Blitz pour dupliquer ça et le passer au suivant. Donc si vous en mettez 3, il y aura 3 duplications. Magnifique. Donc du coup, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est prendre le résultat final et l'envoyer vers notre cube. Hop là, comme on a fait précédemment. Magnifique. Du coup, il faut qu'on raccorde non plus au cube, mais à euh, notre outil pour appliquer le shader. Ici, hop, on dit set process and texture qui va directement sur le script qu'on a créé. Le webcam transforme en renderer, le renderer va là-bas et il applique shader graph. Et alors du coup, pom pom pom, nous voilà avec une jolie couleur rouge. Tada! On a retiré le bleu, on a retiré le vert, et donc il ne nous reste que le rouge. C'est pas beau? Donc ça, c'est quand vous êtes graphiste, vous pouvez utiliser plein de shaders pour rendre tout ça beau et marrant. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est regarder un peu comment on fait plutôt avec des compute shaders. Donc ça, c'est quand on est en informatica, qu'on aime bien le code, on peut le faire avec un compute shader. Donc je relie au compute shader, donc il me faut text mono compute shader. Donc ici, vous voyez, je dis j'ai pas de paramètres et je vais le transmettre à compute shader. Ici, du coup, il me dit bah ok, mais quel compute shader tu veux que j'applique? On lui dit bah ok, bah prends celui qu'on va te créer. Donc pour l'instant, on n'en a pas. Donc on va en créer un. Ça ressemble à quoi un compute shader? Ça ressemble. Alors j'ai une collection de compute shader que j'ai fait en juillet quand je m'amusais à convertir des shaders qui s'appelle Texture Process Filter.
Donc là, j'ai mis plein de démos que j'ai fait en juillet, de shaders que j'ai pris de Shader et que j'ai converti vers Unity. Et il y en a plein ici, on va prendre celui-là. C'est ça qui retire de la matière. Et alors, on va aller créer notre shader. Donc ici, on va dans Créer, on va dans Shader, et ici, vous voyez, on a Compute Shader. Ce Compute Shader, c'est un fichier qui est du HLSL. Ici, on met CS devant pour dire que c'est un compute, histoire de nettoyer un peu notre dossier. CG pour shader graph. Voilà. Donc ça, c'est le compute shader qui nous donne par défaut. Il nous dit, bah voilà, on va avoir une texture. Son nom, c'est CS main ici. Et on va exécuter ce code-là par des blocs de 8 x 8. Donc ça fait 64 actions en même temps. On va appliquer ce shader qui va faire une sorte de triangle tout beau dans Unity. Nous, c'est pas ça qu'on veut. On veut le nôtre qu'on va remplacer. Vous voyez ici, je dis, écoute, je vais te donner deux textures, la source et le résultat. Je vais te donner la hauteur, la largeur et le pixel count, ce qui ne sera pas toujours utile, par exemple dans ce cas-ci. Donc il y aura un petit warning comme quoi il y a des variables qui ne servent à rien. Et on va aller traiter tout ça. Donc on dit si le x ou le y est supérieur, est trop grand, on se barre un peu plus bas. Attends, ici je monte jusqu'à source et résultat, qu'on a la hauteur, le lien. Voilà, vas-y, plus loin. Voilà. Ici, on fait le trade en disant on en a plusieurs. Ici, on lui dit si c'est hors de la limite, on se barre. On prend la couleur de la source. On vient, on retire les autres couleurs. Donc ici, le RGB, le R et le B. Sauf que nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est par exemple s'amuser et garder juste le green et le R et le R. Donc ça, on retire que le bleu. Hop, 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 magnifique. Hop, et on le dépose. Et voilà, on a créé un shader, on l'a déposé dans notre truc qui va calculer le shader. Je vous invite à aller regarder le code si vous êtes intéressé de comment on fait. Et ici, on va l'appeler Only Red and Green. Voilà. Et donc, du coup, quand on va aller l'appliquer, donc ici, si je fais. Alors, pour l'appliquer, histoire de ne pas le faire que sur le cube, on va regarder comment l'appliquer à un raw image. Raw image, ça permet d'afficher des textures. Donc, on fait UI, raw image, ça nous le met dans un canevas, comme ceci. Sauf que votre image, bah, il faut la taille de l'image, de la texture qu'on a. Donc je vous ai fait un petit script qui s'appelle set ratio. Alors ça, c'est celui d'Unity. Aspect ratio filter, ça veut dire mon image, elle va remplir le parent avec le ratio que le game designer ou le développeur va me donner. Donc ici, on dit OK, bah c'est bon, c'est ça qu'il nous faut. Mais par contre, il me faudrait te passer une texture pour faire ce ratio. Donc ici, vous voyez, je vous ai fait un script qui s'appelle setRawImage ratio from texture. On lui donne une texture et il va directement affecter l'image et son ratio. Il a auto-complété ici, vu qu'il les a trouvés à côté. Donc ici, on dit, bah ok, une fois que j'ai fini mon compute shader, là, celui qui garde que le vert et le rouge, on le met dedans, voilà. On lui dit que le résultat va aller se mettre dans image, donc ici dans le petit script que je viens de vous montrer. Et on va aller le mettre dans image aussi. Donc là, on fait le ratio et l'image. Et tada! Alors, on a oublié un détail. Ici, c'est que j'ai pas mis la méthode. Donc ici, on dit compute shader, peux-tu prendre cette texture et calculer. Et tan tan tan, poum pidim. Et nous voilà avec une couleur jaune. Parce que on a retiré le vert. Tada! C'est pas magnifique? Alors, c'est magnifique, mais il y a encore moyen de faire d'autres choses. Par exemple, ici, on a Render to Native Color. Alors ça, c'était plus pour Vincent que je lui montrais ça. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, on a utilisé des shaders pour calculer des rendus graphiques, c'est-à-dire enlever une couleur, sélectionner une couleur. On pourrait par exemple ne faire que garder les éléments qui ont vraiment beaucoup de rouge, ou trouver que les lumières blanches pour isoler les lumières dans une pièce, avec le Quest ou la réalité virtuelle. Et donc du coup, une fois qu'on a utilisé la carte graphique, le GPU pour faire ce que vous venez de voir là, bah, il faut le faire passer sur le CPU pour utiliser les multithreads de Unity et faire des calculs qui prennent du temps. Par exemple, trouver une balle de tennis de table, bah, sans ça, ça prend 2 secondes, mais avec ça, ça va prendre quelques millisecondes. Et donc du coup, pour ça, il faut qu'on convertisse notre render texture vers ce qu'on appelle un native array dans lequel on va stocker les couleurs et les dimensions de notre texture. C'est ça que ce script va faire.
il fait, yop, 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 attendez, parce qu'ici, ce que j'ai fait, on prend le résultat, on l'envoie vers le texture render to native color, et tada, vous voyez que je reçois une texture, je reçois les dimensions, et alors ici on ne peut pas vraiment l'afficher parce qu'il y a tellement de pixels tu sais, dans une image. Par exemple là il y a 1920 x 1080 pixels, fait genre 2 millions, 3 millions de pixels, peut-être un peu moins. C'est-à-dire que vous avez 3 millions un tableau de 3 millions de longueur. Donc on ne l'affiche pas dans Unity. Mais on peut voir qu'il y a le native array 2D color ici qui va maintenir ça dans un tableau pour faire des calculs sur le job system. C'est ça un native array, c'est un tableau un peu spécial qui permet d'être transféré sur d'autres threads ou dans la carte graphique. Donc, ok, donc ici, magnifique, ce script-là, comment il fonctionne derrière? En fait, ce qui se passe ici, c'est que on va lui donner la texture, ici, et on va vérifier déjà que la taille n'a pas changé. Si la taille a changé, on recrée le tableau où on va stocker les couleurs. Une fois qu'on a fait ça, on passe dans le update. On dit bah si l'utilisateur veut utiliser un update, on utilise un update. Et pourquoi on utilise un update? C'est un cas un peu particulier. En gros, transférer de la carte graphique vers le CPU dans le native array, eh ben, ça prend du temps. C'est pas instantané, ça peut prendre une frame, 2 frames, 3 frames, peut-être 4 frames. Et donc du coup, il faut lui dire, bah écoute, je te donne cette source, et plus tard, quand tu as fini, tu m'appelles et je continue. Et c'est ça que vous voyez, il y a async GPU readback qui veut dire fais ça de ton côté et tu m'appelles quand on a fini. Quand on a fini, on vérifie qu'il a réussi à transférer les choses. Et s'il a réussi à transférer les choses, on a en fait un native array qui lui est temporaire en fait, parce que c'est un native array qui vient de sortir de la carte graphique et donc qui va être détruit très vite. Donc nous, ce qu'il faut, c'est prendre ces couleurs qu'on a récupérées de la carte graphique et les envoyer vers quelque chose qui est permanent. Et c'est à ça que sert mon autre script ici. Juste à côté, on va lui dire bah, prends ce native array et tu me le rends persistant dans un stockage. Ici, voilà. Copie native array. Et ça, c'est une petite classe que je vous ai fournie qui permet d'avoir une persistance du native array et de l'utiliser plus loin. C'est un peu ça l'idée. Plus loin dans la vidéo, je vous montre à quoi ressemble ce script. C'est native array 2D color 32WH. Là. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, pop, pop, pop. Alors, petite notion, dans mon ami, lorsque je lui ai montré cette vidéo, m'a posé la question, oui, mais comment on fait pour calculer le temps? Bah, en fait, à Compute Shader Graph, on peut calculer le temps. D'ailleurs, vous voyez que je vous ai mis une classe qui permet de calculer le nombre de millisecondes et de ticks. De ticks, c'est vraiment le plus bas du plus bas dans l'ordinateur. Mais on ne peut pas calculer pour la transfert de un à l'autre, pour le native array, parce que en fait, ça prend 2-3 frames, et donc du coup, c'est compliqué à calculer. Ça peut se faire, mais c'est pas aussi simple que juste faire, allez, calcule maintenant, stop maintenant. Donc ici, c'est juste pour vous montrer ça, que si vous voulez, il y a dans les choses que je vous ai fournies, il y a une classe qui permet de mesurer le temps, et donc de mesurer combien de temps votre shader prend pour transférer, si vous voulez. Alors, poum 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 poum. Pourquoi? Voilà. Donc ici, on a le readback. On essaie d'aller dans l'image. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Donc la fameuse classe où on vous donne le native array, ce qui se passe, c'est on a un native array ici qui va être stocké avec sa longueur et sa hauteur, parce que le native array ne stocke pas ça. Or, on en a besoin pour faire nos calculs. Puis on vérifie la taille de ce native array. Si jamais il n'est pas dedans, hop, yop, yop, yop. Oui, ici, on vérifie est-ce qu'il a été créé, est-ce que la taille est différente. Si jamais il a été créé et que la taille est différente, on le vire de la mémoire de l'ordinateur, parce que là, il faut vraiment gérer la mémoire, si on fait des fuites. Si jamais il est vide ou que c'est bon, bah, à ce moment-là, on décide de le créer. Si jamais il faut le créer, on commence à le créer, sauf qu'on le crée de manière persistante. Alloc persistant, ça veut dire tu me le fais de manière à ce que ça reste et que ce soit pas vidé de la mémoire trop vite. Enfin, pas vider la mémoire du tout, du coup. Et donc, une fois qu'on a ça, on a un native array sur lequel on va pouvoir travailler depuis le CPU avec le job system. Dans cette vidéo-ci, on ne voit pas le job system parce que c'était l'atelier de mon collègue qui devait voir ça. Je peux le voir avec vous, mais là, en l'occurrence, c'était l'atelier de mon collègue. Et vu que c'est une sorte de post-mortem de l'atelier qui n'a pas eu lieu, voilà. Alors, magnifique.
on a notre native array qu'on va pouvoir utiliser plus tard. À quoi ça va nous servir? Bah, vous voyez ici, si on veut chercher après une balle de tennis de table, il faut prendre l'image, utiliser ce que je viens de vous apprendre pour filtrer la couleur orange d'une balle de tennis de table, et une fois qu'on a cette valeur orange, utiliser un autre shader pour retirer tous les petits points qui servent à rien, tous les pixels qui sont passés. Genre un pixel où il y a un pixel, ça ne nous sert à rien. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir en fait dire, bah, ok, où est-ce qu'elles sont les balles? Et ça, c'est sur le CPU. On ne peut pas faire ça, ce genre de calcul, on ne peut pas le faire sur la carte graphique. Parce qu'une carte graphique, tout ce qu'elle fait, c'est faire tout le temps le même calcul en permanence sur le même pixel. Ici, c'est des calculs qui sont plus du C# séparé, et donc c'est trop dur pour tourner sur la carte. Sauf que vous voyez, le calcul qui va nous permettre de faire ça, c'est un calcul qui est, comment expliquer, qui prend du temps. Genre ici, ça peut prendre 2 secondes à calculer si c'est mal optimisé. Vous voyez ici, par exemple, comment on détecte la balle? Bah, une fois qu'on a les petits blobs qu'on a réussi à séparer, il faut demander, tiens, est-ce qu'il y a une bordure? Et est-ce que cette bordure est ronde ou pas? Et pour savoir si elle est ronde, on regarde en fait la distance minimale et maximale de cette bordure. Et basé sur cette distance minimale et maximale, on va pouvoir dire, ah oui, ça a l'air d'être une balle. Parce que si c'est trop écarté, c'est pas une balle, et si c'est plus ou moins la même chose, c'est une balle. Donc du coup, on va pouvoir éliminer et récupérer seulement les balles. Une fois qu'on a les balles, là on peut prendre la position dans la texture et venir afficher une balle 3D dans l'écran de l'utilisateur qui est en réalité virtuelle lui. Donc vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Il y a une partie pré-filtrage en GPU avec les compute shaders et shader graph, puis il y a une autre partie CPU où on utilise le job system de Unity pour utiliser tous les threads de la machine et faire ce genre de calcul. Et donc, c'est ça que dans le cours, on aimerait bien voir. Sauf que vous comprendrez maintenant que, bah, il nous faut filtrer l'orange. Et alors, l'orange, RGB. RGB, ça veut pas dire orange, hein, ça veut dire rouge, vert, bleu. Comment on fait pour trouver de l'orange? Eh ben, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple. Alors, vous pouvez prendre des balles fluorescentes vertes. Sauf que avec la lumière de la webcam, s'il fait jour, s'il fait pas jour, c'est du vert clair, c'est du vert foncé. Le vert, c'est très proche du bleu ciel, et donc il y a plein de couleurs bleu ciel comme votre fond qui va apparaître. Et donc du coup, vous voyez, trouver une couleur, c'est pas si simple en fait. Et vous voyez, mon curseur, il est sur une sorte de cercle, là. Et ça, c'est ce qu'on appelle un hue. Et le hue, c'est pas du RGB, c'est un autre format qui stocke la couleur pour pouvoir mieux la comprendre. Et en fait, ça va de 0 à 360, ça fait ce joli petit cercle. Puis il y a l'intensité, que c'est la partie blanche qui est ici, et la couleur ici. Donc on a la lumière, la couleur et le hue. Donc il y a plein de termes techniques qui, du fait que vous travaillez maintenant avec une webcam sur le Quest 3, bah, vous demande d'étudier ce que c'est la couleur. Si vous n'êtes jamais posé la question de ce que c'est la couleur, bah maintenant c'est parti. Vous pouvez aller prendre tous ces mots et essayer de les étudier et comprendre ce que c'est. Et donc du coup, j'ai commencé à faire une liste de ces couleurs. Par exemple, le daltonisme, bah, ça veut dire le fait d'avoir plusieurs manières de voir la couleur. C'est vos cônes qui sont abîmés ou qui sont inversés. Bah voilà, ça c'est différents types de daltonisme. Donc l'atelier qu'on a fait jusque maintenant, vous pouvez le faire pour simuler ces différentes versions du daltonisme. Donc essayez vous-même chez vous de faire l'atelier qu'on a fait jusque maintenant, mais avec ces couleurs. Alors, comment on fait ça? Bah, il faut demander à ChatGPT de vous aider. Et une fois que vous arrivez à le faire, vous pouvez repasser ici et essayer de voir les numéros. Si à travers la webcam, vous ne voyez pas les numéros, vous avez réussi l'exercice, basiquement. Alors, le truc, c'est que le you, ça ressemble à ceci. Alors, attends que j'ouvre le lien. Là, je suis en train d'ouvrir des liens, j'aurais peut-être pu couper ça dans la vidéo. Alors, le you, c'est ceci. Donc, vous voyez, c'est la petite barre ici. Oup, 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 oup. Gna, 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 hop, voilà. La petite barre que vous voyez de 0 à 360, c'est ce qu'on appelle le you. Et ce hue, il est basé en fait sur l'aspect chromatique de ce que votre œil peut voir. C'est-à-dire, vous voyez ici, c'est comment on appelle ça encore? C'est pas OK Lab, c'est oui, 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 oui. Enfin, c'est le GAMU. Non, c'est pas le GAMU. Ah ouf, désolé. Basiquement, cet espace-là, c'est ce que votre couleur peut voir en 2D sur un espace 3D. C'est compliqué. Je le comprends, mais l'expliquer, c'est pas facile. Mais basiquement, ça, c'est ce que votre œil peut réellement voir. Et ça, c'est le you à travers ce que votre œil peut réellement voir. Et votre écran, il peut voir que, par exemple, que cette partie-ci du truc. Vous voyez, chaque écran, chaque webcam a
limite dans ce qu'il peut voir au niveau des couleurs, si on joue avec l'espace 3D de la couleur. Et le hue se trouve, c'est le rond qui est au milieu. Et ça, bah, du coup, il nous faut en plus une autre valeur qui est l'intensité de la couleur. Et ici, voilà, il y a la saturation et la valeur. Donc le hue, ça va être notre couleur ici sur le côté. Et la saturation, c'est à quel point on met ou pas de la couleur. Ensuite, on a la valeur ici qui est pour la lumière. Et donc, est-ce qu'on met ou pas de la lumière dans cette couleur? Et on peut catégoriser comme ça plus facilement la couleur qu'avec du RGB. Donc ça veut dire que nous, quand on veut détecter si un pixel est rouge, il faut d'abord qu'on transforme du RGB en du hue. Et ça se fait soit sur la carte graphique, si vous devez le faire sur tous les pixels, soit sur le CPU si c'est genre 50, 100 pixels. Donc il y a plein de vidéos super intéressantes sur le sujet là-bas, sur ce lien-là, où on peut voir un peu ce que c'est du hue. Par exemple, ça c'est la spatialisation 3D de ce que votre œil peut voir en termes de RGB et donc longueur d'onde. Et donc voilà, il y a plein de mots qu'il faut apprendre. Moi-même, j'étais en mode OK, une vidéo, une vidéo, une vidéo, une vidéo, une autre vidéo, parce que je connaissais rien aux couleurs il y a quelques mois d'ici. Alors, il y a un truc qui s'appelle le OK Lab qui est assez intéressant et il y a une vidéo qui est super marrante, c'est pour ça que je vous montre ça. Il y a un gars qui a fait une version Minecraft qui explique un peu tous les concepts de couleurs, de lumière, de ce que c'est le hue, de ce que c'est linéaire, sRGB, des trucs comme ça. Donc je vous invite vraiment à y aller. Et il y a un truc qui s'appelle OKLab, qui est une sorte d'équation mathématique qui va vous permettre de transformer du RGB en ce hue qu'on a vu, mais de manière corrigée, qui est vraiment pratique. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo-là, parce que vous voyez un petit peu tout ce que c'est les couleurs, tout ce que c'est les gammes. Il parle aussi du fait que, bah, en fait, cet espace 3D, il n'est pas parfait et il faudrait savoir le corriger, et c'est le principe du code OKLab. Vous voyez ici, ça, les courbes que vous voyez derrière, c'est en fait les cônes de votre œil. Et vous pouvez voir que le bleu est vraiment séparé en termes de longueur d'onde comparé au vert et au rouge qui est très proche à l'autre. Et ça a beaucoup d'impact sur le fait que votre œil est fait comme ça, mais les webcams ne le sont pas. Et donc on a cette dualité entre le rouge, le vert et le bleu qui fait qu'il y a des couleurs qui sortent plus que d'autres. Et donc du coup, quand on joue avec des webcams, c'est horrible. Je vous parle de ça parce qu'en fait, j'ai essayé d'utiliser les webcams du Quest 3 pour faire des applications et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, si on utilise des IA, c'est parce que les couleurs, c'est vraiment pas simple. Et donc du coup, il y a toujours moyen d'utiliser les couleurs, mais il faut apprendre ce que c'est une couleur, si vous voulez pouvoir les filtrer. Par exemple, dans le temps, on utilisait des couleurs à 1, 2, 3 et 4 bits et ça donnait des tableaux comme ça-ci. Et une fois qu'on est passé à 16 bits, on avait toutes ces couleurs-là, mais là, on a des millions de couleurs. Et alors en fait, on les catégorise par exemple dans des gros cubes comme ça, RGB. Alors, vous voyez, par exemple, le gamus, c'est ce fameux triangle qui permet de dire, OK, bah, dans l'espace des couleurs que vous pouvez voir, voilà ce que mon écran peut voir, ou voilà ce que cet écran peut voir, ou voilà ce que cette personne peut voir. Donc, ça permet un peu de représenter. Il y a différents formats, il y a différents profils, et c'est tout un sujet intéressant à étudier. Du coup, je suis en train de réapprendre la vie. Faut prendre en compte aussi le fait que si vous regardez un écran, bah, il y a la disposition des pixels qui joue beaucoup. Par exemple, si vous faites de la VR, et le type d'écran. Par exemple, le LCD, si vous jouez à Arc Raider, le LCD va vous permettre de voir un peu plus le monde, alors que OLED, qui est beaucoup plus noir, va pas vous permettre de faire ça. Et ici, vous voyez, c'est la disposition des pixels. Il y a des sujets super intéressants comme les histogrammes qui pourraient faire un très bel atelier pratique de comment utiliser les shaders pour préfiltrer et puis le job system pour bah, justement faire ces calculs et puis repasser sur les shaders pour afficher ce histogramme. Donc ça, c'est un exercice avancé pour les experts. Essayez de faire ça avec les outils que je vous ai fournis, et si vous y arrivez, vous êtes un expert. Et on pourrait faire ça en temps réel, du coup, avec le Quest 3, si on voulait. C'est ça qui est magnifique. Yep. Alors, ce qui se passe, c'est que là, je vous ai montré un peu ce que c'est des textures, ce que c'est la couleur, comment on utilise mes outils, c'est magnifique. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer un peu comment on fait pour le faire sur le Quest 3. Pour le faire sur le Quest 3, il faut aller en ligne et chercher sur l'Asset Store quelque chose qui s'appelle ici, hop, désolé, ça saute vite les petites flèches. Il faut aller chercher sur l'Asset Store Meta et il y a le Meta XR All-in-One SDK. Et ce truc-là, il va vous permettre d'installer tout ce que la réalité virtuelle a besoin pour le Quest 3. Il faut se loguer sur Unity évidemment. Une fois que c'est fait, dans le Package Manager, dans My Asset,
vous devriez avoir un truc qui s'appelle Meta. Voilà, vous voyez que je suis pas à jour pour le moment, il y a une version au-dessus de moi, mais je l'ai pas installée pour pas faire de problème. Mais basiquement, ici, je suis à la 83.01. Donc on va aller télécharger ça, magnifique. Ensuite, on va dans Player Setting du projet. Ici, on va bien vérifier qu'on est sur Android. On va bien vérifier qu'on tourne en arrière-fond. On va bien vérifier qu'on a un namespace dans Other Setting, parce que sinon, on n'arrivera pas à builder. On vérifie qu'on est en IL2CPP pour utiliser le job system de Unity, donc le truc qui va nous faire gagner du temps. Et aussi parce que sur le Quest 3, on n'a pas le choix si on veut faire un build. Sur le Quest 3, c'est du 64 bits, donc ARM64. Et nouveau input system, évidemment. Alors, il y a un truc qui, ici, moi, est déjà coché, mais que vous devez cocher, c'est installer le XR Plugin Manager, parce que sans ça, ça ne marchera pas. Et on peut se mettre en OpenXR, le SDK de Metra fera le reste. Alors ici, on demande de fixer tous les problèmes, sauf l'installation du simulateur, parce que j'ai pas envie de l'installer. On va du coup faire pareil chez Meta. On va Project Setting dans Meta, donc Tool, Project, voilà. Et vous voyez, quand vous faites Fix All, vous devriez avoir quelque chose comme ça qui dit c'est bon, tout est fixé. Donc c'est un outil qui permet de préconfigurer le projet comme Meta le veut. Ensuite, on va sur Android, on fait pareil. Alors, vous voyez ici, il y a deux trucs, c'est deux choses qui permettent quand vous publiez et quand vous utilisez le SDK, ce qui n'est pas mon cas. Et au-dessus, c'est le simulateur Meta que je n'aime pas, enfin que j'ai pas envie d'installer. Donc du coup, je vais juste dire ignore, ignore. Voilà. En mode je m'en fous, c'est pas grave. Et ici, il y a tout qui est vert parce qu'on a appliqué juste avant. Magnifique. Maintenant, on peut créer une scène vide. Alors, si vous n'avez jamais fait de la réalité virtuelle avec Meta, on supprime la caméra, on va dans Meta Tool, Building Block. Donc ça fait depuis 3 ou 4 ans qu'on fait ça. Dans Building Block, on dit affiche-moi tous les blocs. Et ici, on va choisir ce qu'on veut. Donc nous, on veut juste une caméra. Voilà. Ensuite, on veut le pass-through, au cas où. Et un peu plus bas, il y en a un autre qui est ici, qui est le pass-through camera access, qui va dire j'aimerais bien avoir accès à la caméra. Alors ça ne vous permet pas d'accéder à la caméra, mais ça vous permet de débloquer des choses qui vous permettront d'accéder à la caméra. Donc maintenant qu'on a fait ça, il nous faudrait un petit code supplémentaire qui va aller chercher avec les permissions la caméra et nous l'extraire en tant que webcam texture pour appliquer le cours qu'on a vu jusque maintenant. Donc on va aller chercher ici le package que je vous ai préparé. Il n'est pas parfait, mais il fonctionne bien ici et il s'appelle UPM Play with Quest Camera API.git. Il est basé sur le code que Meta nous a fourni dans un exemple pass-through. Et donc du coup, j'ai des copier-coller de leur code à eux dedans. Donc ici, on crée un petit poids vide et on dit j'aimerais bien accéder aux permissions. Voilà, pass-through permission. Donc c'est un script à eux que j'ai copié-collé et que j'ai un peu modifié, mais que j'ai copié-collé. Et ce script, vous voyez, normalement, il est censé s'automatiser correctement, mais il n'est pas parfait dans la vidéo. Donc j'ai été chercher 2-3 conditions en plus. Donc, il faut qu'on dise Oculus, peux-tu me laisser accès à la scène? Android, peux-tu me laisser accès aux caméras? Horizon, le truc de Meta, peux-tu me laisser accéder à la caméra de la tête? Donc ici, normalement, il n'y a que le deuxième qui est intéressant, mais je ne sais jamais s'il faut les trois, donc voilà, il y a les trois. Donc ici, on met les trois, magnifique. Tadam! Donc on demande ses permissions à Meta au moment où le jeu se lance. Maintenant, on a la permission, il nous faut ce qu'on appelle un webcam manager ici. Donc on lui dit on veut l'œil gauche ou l'œil droit. Alors il faut savoir que Meta, ils nous ont enfin donné accès à la caméra. Donc je me suis dit oui, enfin on va pouvoir utiliser les caméras. Mais ils ont fait le hardware pour que ça fasse qu'une caméra. Ce qui est chiant parce que ça veut dire qu'on doit encore attendre 3-4 ans avant qu'ils nous laissent accès à 2 caméras et que là qu'on puisse vraiment s'amuser. Parce que c'est l'accès aux 2 caméras qui nous permet de faire des choses assez grandioses. Donc là on ne peut pas accéder aux deux, on doit choisir gauche ou droite. La résolution de la caméra, c'est 1280 sur 930, je crois. Donc ici, on va juste déposer la permission dedans. Puis on va créer à nouveau qu'on va appeler Webcam Texture Manager Relay Mono. Pourquoi Relay Mono? Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est prendre le webcam qui est accessible dans leur code à eux et on veut le diffuser au designer pour que lui choisisse ce qu'il veut faire, c'est-à-dire vous. Et donc, du coup, ce script-là va aller chercher la source et le diffuser. Donc voilà ici, donc voilà à quoi ressemble le code de Meta. Donc ici, vous voyez, c'est plein de codes bizarres qui permettent de dire hey Meta, donne-moi l'accès à la permission. Il y en a un autre qui permet de faire hey dis Meta, tu peux me donner la webcam.
Et alors, vous voyez que normalement, ça, dans le code AE, il est privé, donc il faut y accéder, et surtout, c'est un accès pour le développeur. Nous, on n'est pas développeur, on est game designer ici en l'occurrence, parce on est dans Unity sans toucher au code. Et c'est pour ça que j'ai dû créer un code qui l'appelle et qui relaie. Donc ça, c'est leur code à eux qui va initialiser la webcam et tout, la rendre disponible, utiliser les permissions, blablabla. C'est bien à eux le code. Et puis ici, moi, ce que je fais, c'est que je dis, OK, bah, on va prendre ce webcam texture qu'ils nous ont mis à disposition et on le relaie à l'extérieur comme une bête webcam. Une fois qu'on a accès à cette bête webcam, bah, en fait, c'est le cours que je vous ai montré juste avant. On va le transformer en render texture. Ici, donc texture mono, render texture. Voilà. Maintenant qu'on a notre render texture, bah, on a tout ce qu'il nous faut, donc on va pouvoir continuer. Voilà, push, tadam, on prend le truc et on va commencer à s'amuser. Papadam. Alors, ce qui se passe, c'est que du coup, maintenant qu'on arrive à faire ça, on peut faire des shaders et des trucs comme ça. Donc vous vous souvenez, on fait texture, voilà, apply shader, on rajoute un magnifique shader, hop hop hop. Alors, je ne vous montre pas dans la vidéo, mais ce matériel est un peu particulier. Stereo Eye, il y a une vidéo qui en parle dans ma chaîne. C'est un truc qui permet d'afficher dans la caméra de gauche une image et dans la caméra de droite une image. Ça paraît simple comme ça, mais en fait, dans le temps, c'était juste deux caméras. Mais pour l'optimisation du Quest, maintenant, on n'a qu'une seule caméra. Mais du coup, on ne peut pas faire ça. Ce shader permet de dire à Unity, non, mais tu vois, l'œil là, l'image, elle est à gauche et l'autre, elle est à droite. Et ça, c'est très puissant pour faire des effets un peu spéciaux dans le Quest. Bon, je dis ça, je dis rien. Si vous êtes intéressé par ce sujet-là, mettez un commentaire et je vous enverrai la vidéo. Alors, ici, on va prendre un quad et on va le mettre dans l'œil de l'utilisateur. Voilà, dans le center camera. On le met devant. Et alors, la résolution de la caméra, c'est 1280 sur 930, je crois. Donc, ça nous donne ça. Magnifique. Il nous faut le set matériel qu'on avait utilisé plus tôt pour affecter l'image. On dit, OK, bah, dès que je recevrai le shader, je vais aller le transférer là-bas. Magnifique. Et on va appliquer la texture. Alors, pourquoi est-ce que je ne vous montre pas le résultat? Bah, simplement parce que le Quest, pour voir la caméra, il faut builder sur l'appareil. On ne peut pas la voir via le câble. Donc du coup, vous montrer l'exemple, ça va être un peu chaud. C'est pour ça que je vous ai montré d'abord sur une webcam classique, pour s'entraîner sur une webcam classique. Et après, bah, il faut aller s'entraîner sur le Quest, qui n'est pas facile dans cette vidéo à montrer. C'est pour ça que je vous montre les étapes sans les valider en les montrant. Donc ici, on dit qu'on envoie ça vers le cube, enfin vers la plaque, et on est bon. Alors, le truc, c'est que on aimerait bien sauver cette image. Genre, on aimerait bien, si vous faites des IA, il va vous falloir plein d'images qui sont dans le même format que le Quest 3. Et donc, le hackathon que j'avais fait, c'était des Rubik's Cube. Et alors, pour faire ça, on avait fait un système où ça prenait une photo toutes les 10 secondes, et donc on bougeait le Rubik's Cube dans tous les sens. Et une fois qu'on avait assez de photos de Rubik's Cube, on les a transférées à l'IA, et l'IA arrivait à nous reconnaître les Rubik's Cube. Et pour ça, il nous faut faire plein de photos. Donc j'ai fait un script pour vous qui s'appelle texture mono render texture to file relative save. Et donc en fait ici, vous voyez, on va pouvoir lui dire, ok, bah, j'aimerais bien te transmettre une texture. Voilà. Et une fois que je t'ai transmis la texture, si jamais je te le demande, peux-tu me sauvegarder dans ce format-là, à cet endroit-là? Donc persistent pass, c'est un endroit où tous les développeurs peuvent faire des fichiers, créer des fichiers dans leur propre application. C'est une sorte de droit administrateur où on peut gérer nos fichiers. Et donc ici, ça va nous permettre de sauvegarder. Alors on aimerait bien sauvegarder toutes les 10 secondes, donc je vous ai fait un petit script qui s'appelle looptick, qui permet de dire combien de secondes avant de faire une action, et on dit bah, toutes les 10 secondes, tu fais l'action de sauvegarder. Alors on peut sauvegarder en JPEG, en PNG, en TGA. Donc PNG, c'est le meilleur format parce qu'il est il est pas lourd, mais il n'y a pas trop de pertes. TGA, il est très lourd, mais il n'y a pas de pertes. Le problème, c'est que quand vous sauvegardez en PNG ou en JPEG et autres, ça prend du temps et ça paralyse le process. Le problème, c'est que nous, on n'a pas ce temps-là. Donc du coup, il y a un format qui s'appelle Save as Color 32. Celui-là, il est bien parce qu'il va très vite, surtout si vous devez faire beaucoup de photos. Mais il a un défaut, c'est qu'après, il faut le décompresser vers PNG et autres. Donc c'est juste un format temporaire, si vous voulez.
Donc ici, magnifique, on a mis PNG, trop cool. Et donc on va sauvegarder en PNG toutes les 10 secondes. Simplement, c'est comme ça que ça se fait. Tadam! Et donc vous aurez des sauvegardes de fichiers là-bas. Je montre pas trop ça dans la vidéo parce que c'est un autre sujet, mais c'est assez simple à comprendre. Il suffit d'aller dans Persistent Folder et vous l'aurez. Je sauvegarde le fichier et on est content. Alors, la suite, c'est j'essaie de vous montrer comment on charge des shaders quand on n'a pas le temps. J'attends juste que je sois arrivé là. Ouais. You can do more, but ici, je vous dis juste que voilà, c'est déjà la fin de cet entre guillemets atelier, dans le sens où on a accédé au webcam, on sait comment on y accède sur le Quest 3. Basiquement, ici, vous pouvez déjà arrêter la vidéo si c'était votre but. Alors, moi, j'aimerais bien faire Reality Hacker, donc j'ai besoin de charger plein de shaders. Donc, le problème, c'est que faire des shaders, c'est simple, mais après, il faut les documenter. Donc là, je vais vous montrer d'abord comment on fait pour charger des shaders sans les documenter. Donc, je vous ai fait un outil qui s'appelle Texture Render Process List. Et en fait, ce truc, c'est un outil qui va vous permettre de stocker plein de shaders et d'appliquer le shader en pouvant monter, descendre dans l'incrémentation. On clique sur l'écran et ça change de shader. Pour ça, il faut lui donner un shader et il faut le transmettre. Donc, onResult process, il va transmettre le résultat du shader qu'on va afficher. Comment expliquer ça? C'est juste, ouais, voilà, pause. Cet outil prend une liste de shaders et on peut passer un à un sur les shaders pour s'amuser dans le jeu. Point. C'est ça. Son rendu graphique, c'est ça. On va l'envoyer vers le cube. Et après, on va lui transmettre la texture vers là-bas pour lui dire, bah tiens, prends et selon le contexte, bah, utilise le shader approprié. Basiquement, c'est ça que ça veut dire. Désolé, c'est un peu paumé, j'aurais dû pas sauter dans tous les sens par rapport à ça. Donc dedans, on peut voir qu'il y a une liste de process. Donc ça, c'est tous les shaders qu'on va pouvoir appliquer et qui donc c'est une classe qui hérite d'une classe abstraite pour dire, pour l'instant, moi je sais pas, le développeur se débrouille, mais tant tant que je lui fournis une texture et qu'il me rend une texture en retour, on est bon. Et donc s'il y a de la doc, on est bon aussi. Mais c'est ça que ça veut dire. Donc fournis-moi une classe abstraite qui sait comment je te donne une texture, tu m'en retournes une avec le shader. Donc voilà, on dit, vous voyez ici, il y a des petits contextes menus qui permettent de passer de shader au shader ou de choisir un shader aléatoire. Oui, je sais, il y a une faute d'orthographe à la fin du contexte menu. Alors, voilà. Ce qui se passe maintenant, c'est que magnifique, on a une sorte de liste qui nous permet de passer de shader au shader, mais il faudrait charger ces shaders. Donc ici, comment ça se passe? On crée un poids vide, on dit, hey, mon ami, j'aimerais bien te fournir un shader. Et donc, vu que le code est un peu spécifique, je vais te mettre un wrap. C'est wrapper ou c'est warper? Attends, parce que je crois que j'ai fait une faute d'orthographe. Wrapper ou wrapper? Je check un truc. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe dans la programmation? Wrapper. Oh, wrapper. Spell this way is not referring to a material proper plastic folder. Ok, c'est bon, c'est un wrapper. J'étais pas sûr. Donc du coup, ici, un emballage, ça veut dire on emballe un compute shader. Donc ici, vous voyez, on a, hop, 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 on a notre script qui va emballer un shader graph ou un compute shader. Ici, par exemple, voilà, on dit wrapper.compute shader. Ensuite, on lui donne le fameux script qu'on a utilisé plus tôt dans la vidéo qui s'appelle noparam compute shader. Et on lui donne. C'est-à-dire que lui, il sait lui sait qu'il va recevoir une texture et qu'il va devoir en émettre une. Donc ça va nous permettre de mettre dans la liste. Et puis il dit bah ici en l'occurrence c'est spécifiquement ce code-là, donc je vais me charger de faire la liaison entre la liste et le code spécifique ici. C'est juste une classe abstraite qui fait la jointure entre les deux. Donc ici il suffit de nous donner le compute shader dedans et on sera bon. Alors il faut faire la même chose pour shader graph. Ici, je m'étais gouré, donc je retire ça, je le remets, pop, pop, pop. Voilà, on a le wrapper de shader graph qui demande du coup un traitement shader graph, voilà, et qui va faire la liaison entre les deux. Tadam! Du coup, là, on rajoute un shader graph, yop, et on est bon. Alors,
Pour ajouter un shader graph, vu que j'en ai pas dans le projet, ce serait bien d'aller en importer. Alors il s'avère que j'ai fait une grosse collection de shaders, comme je vous ai dit précédemment, qui se trouve dans ici UPM Texture Process Filter. Vous voyez, il y a plein de shaders ici à aller chercher, donc autant aller les mettre dans le projet. Donc on prend le Git, on va dans le package manager, voilà, on ajoute un URL, on le met dedans et on télécharge. Vous voyez, il était déjà dedans, mais je ne l'avais pas vu. Donc ici, il est là, et tada, on a plein de petits shaders à aller tester. Donc ici, je vais dans le dossier des collections de shaders. Je prends, alors là, c'est plein de compute shaders différents que j'ai convertis de shader toy avec ChatGPT, c'est pour ça que je l'ai appelé Toy GPT. Par exemple, ici, vous voyez, il y a celui de Matrix. Alors, si vous allez voir la source, bah, en fait, c'est Shader Toy, ça ressemble à ça. C'est un site où les gens peuvent s'entraîner à faire des shaders en ligne, en HLSL, et les tester avec leur webcam et des images. Vous voyez, ça c'est la webcam devant mon ordinateur. Et ici, c'est ça qui permet de tester soit Mexico, soit Matrix. Et ça ressemble à ça quand vous le convertissez. Alors, comment ça se fait que je suis bon à faire des compute shaders? Je suis pas bon. J'ai essayé pendant toute une période, il n'y a presque pas de doc, mais l'IA est très bonne à le faire. Et donc du coup, je vibe le code du shader, puis selon le vibe, j'essaye d'ajuster, de comprendre ce qu'elle fait et de ne pas juste copier-coller, quoi. Mais ici, voilà, ça c'est un vibe code qui m'a permis d'avoir ce shader. Vous vibez jusqu'à ce que ça marche, et puis une fois que ça marche, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Je l'ai fait pour plein de shaders, pour essayer de comprendre comment l'IA s'y prendrait, comment moi je m'y prendrais, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai une collection. Ici, il y a aussi des shaders de Shade Graph, hein. Vous voyez que j'ai mis SG pour m'en souvenir. Par exemple, un qui fait Only Black, ça veut dire qui ne garde que ce qui est noir dans la couleur, ou Only Light and White, qui veut dire que du blanc et que du noir. Vous voyez, il y en a plein de marrons. Donc, on va aller en prendre un. Hop, ici, je peux pas les éditer, donc je vais juste passer. Voilà. On en prend un, on le dépose, et tada, Only Black. Ensuite, ici, on dit bah, créez-moi une copie au Awake. Alors pourquoi? Si vous faites pas une copie, ça va modifier le matériel. Donc si vous faites une copie, ça fera modifier une instance du matériel. Et donc dans certains cas, si vous voulez que ça s'applique partout dans le jeu, c'est mieux de laisser comme ça. Mais si vous voulez que ça s'applique pas partout dans le jeu, autant copier le matériel. Donc c'est une option que j'avais rajoutée parce que voilà, il y a des cas où c'est important. Là, on va pouvoir voir combien de temps ce matériel prend de temps à calculer. Généralement 100, 200, 300 ticks. Alors, le problème, c'est qu'ici, je vais faire play et vous n'allez rien voir. Bah oui, on n'a toujours pas accès à la webcam parce que c'est sur Android qu'on y aura accès. Ça permet juste déjà de voir que notre liste, elle a chargé 2 process, comme je vous ai montré. Donc, vu qu'on hérite d'une classe abstraite qui sait comment on fait la connexion entre les deux, bah il l'a ajouté dans la liste. Magnifique. Alors, le truc, c'est qu'ici, vous voyez, si je fais ADEX+, on passe de l'un à l'autre et on va pouvoir les tester. C'est ça qui va nous permettre de faire Reality Hacker où on clique et on change d'un shader à l'autre. Ok, maintenant on sait comment on fait un petit shader, on sait comment on le dépose de manière abstraite pour pouvoir le charger dans le projet. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est un truc qui nous évite de devoir le faire à la main. Donc j'ai fait des codes. Ici, si on crée un numpty, on peut faire un truc qui add all compute shader. Donc on va essayer de choper tous les compute shaders non documentés, c'est-à-dire tous les compute shaders qui sont dans le dossier ressources. Et donc je vous ai créé un script qui s'appelle search for compute shader file in resource. Et en fait, ici, ce qu'il va faire, c'est que vous donnez le dossier dans le ressource de Unity. Donc, ressource, c'est un dossier d'Unity où vous pouvez déposer des assets, genre des préfabs, des trucs comme ça, et les charger soit au runtime, soit depuis un URL et tout. Donc, c'est très pratique. Donc, ça permet de charger, par exemple, des mods et des DLC. Et du coup, vous comprenez ce que je vais faire par la suite. On va aller charger des DLC d'élèves et des shaders d'élèves. Donc ici, on dit qu'on charge au démarrage. Et ce script va me fournir une liste de tous les shaders qui sont dans le dossier ressources sélectionné. Le problème, c'est que maintenant, il faut créer le préfab, enfin l'objet qui contient ce shader. Donc ici, on dit bah, vise vers là-bas, c'est là que tu vas me le stocker, donc dans le truc, on va charger les shaders. Et on va dire, bah, tiens, je te donne un modèle qui, lui, sait comment on affiche un compute shader. Vous voyez ici dans Texture 2D Tool, je vous ai prévu un truc qui s'appelle PF pour Prefab Filter. Et puis on a Compute Shader, on a Shader Graph, on a matériel. Ici c'est un Compute Shader non documenté.
parce qu'il y a pas de doc, sur notre shader. Donc ici, on dit: «Bah, OK, tu peux, m'auto-compléter tous les enfants au démarrage», c'est-à-dire recharger tous les enfants. Bon, ce nom changera peut-être parce que je l'aime pas, mais c'est ça l'idée. OK, donc magnifique. Ici, quand on fait play, hop, alors, il me manque un truc, c'est j'ai pas relié les scripts qu'on a trouvés, donc les compute shaders qu'on a trouvés, au générateur de préfab qui est juste en dessous. Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai raccordé, mon script qui charge depuis les fichiers ressources et celui qui génère les shaders, enfin les préfab. Et 3, 2, 1, pouh! On a tous les shaders. Et on a ici une doc pré-documentation très légère qui dit bah, j'ai pas de doc, mais voici son nom de shader. Ensuite, ça nous permettra d'afficher les noms des shaders quand on est en réalité virtuelle ou quand on est dans Reality Hacker. Ici, on a Compute Shader Warper qui va en fait dire voici mon Compute Shader. On a notre Compute Shader qui lui sait quel shader à utiliser. Et on a le shader dedans pour tous les shaders. Tadam! Donc du coup, ça nous permet de générer des listes à partir de ce que la communauté, les étudiants, les DLC fournissent. C'est pas beau. Tadam! Je vous montrerai le résultat de tous ces shaders à la fin. La fin de la vidéo, c'est moi qui vous montre un peu tous les shaders qui sont pour l'instant dans la collection. Alors, le truc, c'est que il y a ce qu'on appelle des shaders documentés que j'ai créés. Donc c'est pour l'atelier avec les élèves, j'aimerais bien les faire travailler sur le fait de charger de créer des shaders et de juste donner un nom et à quoi ils servent si vous voulez. Donc j'ai créé ici des trucs qui permettent de charger ces shaders depuis le fichier, euh, les noms documentés qu'on vient de voir ensemble, mais aussi les les compute shaders qui sont documentés. Et vous voyez qu'ils sont de type document, documented compute shader scriptable. Donc en fait, on va créer un scriptable qui dit voici ma doc, voici mon shader, on va l'utiliser. Donc ici, on dit ça pour les shaders. Et du coup, on va faire un préfab pour les générer avec de la doc. Pareil pour les shaders de shader graph, sauf qu'en fait, shader graph, c'est un petit peu particulier parce que finalement, c'est son matériel qu'on a envie. C'est pas nécessairement du code de shader graph, c'est le matériel et son résultat. Donc ici, je cherche le matériel d'un shader qui est de ressources. C'est pour ça qu'ici, il est mis documented matériel. Et voilà, voilà. Alors, hop, ici, vous voyez, j'avais oublié de mettre, parce que j'ai oublié de pusher et j'ai oublié de mettre dans celui-là le transform ainsi que le préfab qu'il faut générer. C'est pour ça que vous me voyez un peu galérer dans la vidéo. Je suis en mode, attends, c'est lequel encore? Et c'est celui de Graph, voilà. Yep. Et on peut voir que ici, c'est ce matériel-là qui va être affecté. Comment ça marche le code qui est derrière? Bah, on peut les regarder, hein. Basiquement, on a un documented material shader scriptable. Et ici, si on regarde le code de recherche, ça fonctionne comme ceci. Vous voyez, ici on a un awake qui dit bah, si je me lève, je vais chercher. Unity dans ressources, peux-tu charger tous les éléments de ce type de classe T? Donc c'est ce qu'on appelle du code générique, c'est-à-dire je ne sais pas encore, mais recherche ceci. Et une fois que tu l'as trouvé, tu me l'invoques et tu préviens le designer qu'il a tous ces scripts-là. Donc ici, vous voyez, le type, c'est document matériel shader scriptable. Si c'est de ce type-là, tu me le charges et tu l'envoies au designer. Ça l'envoie au designer, le designer prend ce tableau, l'envoie dans le générateur, et le générateur, il ressemble à ça, il prend ce tableau de scriptable, donc d'éléments stockables dans Unity, il parcourt tout ça, il crée un objet qu'il instancie, il lui donne son petit nom, puis ici il vérifie est-ce qu'il y a de la doc. S'il y a de la doc, je lui donne le shader, donc l'abstract de la documentation du shader. Enfin, c'est un peu compliqué, mais basiquement, je lui donne la documentation, l'abstraction de la documentation, et lui va aller remplir les cases. Ensuite, ici, je lui donne le fameux. Je vérifie qu'il a un shader pour shader graph. Si c'est le cas, je lui dis tu prends le premier matériel et tu lui mets celui qui est fourni par la doc. Donc, vous voyez, c'est un auto-générateur. Il regarde est-ce qu'il y a les scripts que j'attends? Si oui, alors j'applique dessus. Et j'ai besoin de ces deux scripts-là pour shader graph. Donc, on fait ça pour le compute, on fait ça pour shader graph. Donc, vous voyez, c'est des trucs qui vont rechercher automatiquement et créer automatiquement.
Padam! C'est pas beau? Alors, magnifique. On a nos éléments de recherche, c'est pas beau, et poum, ils sont générés. Donc, vous voyez ici, ils ne les ont pas générés au bon endroit parce que j'ai dans ce script-là que j'ai pas mis à jour, il ne le met pas automatiquement. Donc, il faut dire, bah vas-y, c'est là-bas que je veux le créer. Et 3, 2, 1, boum, voilà. On a nos documented shader. Vous voyez ici, on a only blue, on a l'URL, on a des infos, des infos sur le créateur. Voilà. Donc ici, dans URL to learn, l'idée c'est de fournir, alors là c'est une exception évidemment, c'est quand il n'y en a pas, je le mets vers 1, mais l'idée c'est de fournir dans URL to learn des infos sur c'est quoi votre shader, d'où il vient, comment il a été créé, à quoi ça sert, etc. etc. Par exemple, ici, vous voyez, c'est Grayscale, qui vient d'une vidéo YouTube, qui explique comment on peut faire un Grayscale un peu stylé. Parce que les Grayscale, c'est une moyenne de couleurs, mais il y a moyen de le tweaker un peu. Donc voilà, c'est ça un peu l'idée. Alors comment on crée un scriptable? Parce que là on sait les charger, mais du coup comment on fait pour les créer? Bah regardons ça. Donc un scriptable, c'est un élément Unity qui permet de dire voici une sorte de base de données pour le designer qui peut déposer dans l'inspecteur. Donc c'est assez pratique, mais il faut le créer. Donc ici, on fait créer. Alors je fais un petit fichier temporaire parce que voilà, on crée un petit shader graph pour dire hey, j'ai un shader graph. Ce shader qu'on va aller personnaliser, bah, on va lui créer de la doc. Donc il va falloir créer un petit fichier. Pam, padam. Donc là, je suis en train d'essayer de vous montrer comment on fait pour créer un shader graph documenté. Donc ici, je fais ah, j'ai passé. Vous voyez, on va dans créer, puis on va ici dans youp. Attendez, parce que je crois qu'il y a. Oup, 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 oup. Pourquoi je vois pas? Euh, Ah merde, la vidéo cache. C'est mon menu qui cache ça? Attendez, j'arrive. Ah. Ok, j'étais pas en plein écran depuis le début. Non! Donc ici, si je reviens en arrière, voilà. Oh yo yo, on a manqué des trucs alors. Mais, on crée notre shader. Pouf, on fait clic droit, créer. Voilà, scriptable. Et là, on dit c'est le matériel compute ou shader. Nous ici, c'est shader graph. Yep. Doc sv. Voilà. Alors, vous voyez qu'ici, maintenant, dans Data, on a veux-tu bien me donner la documentation en format texte et veux-tu bien me donner le matériel que je devrais utiliser. Donc, on donne le matériel de ShaderCraft et on lui donne le texte qu'on va créer maintenant. Alors, on ne peut pas créer des textes dans Unity, donc on va devoir sortir de Unity, créer un fichier texte. Hop. Et alors, je vais l'appeler sg doc machin et on va l'appeler en .md. Alors, ça peut rester du .text, hein, ça ne change rien, mais md, c'est pour tout ce qui est wiki et autres. Voilà, magnifique. Et du coup, là, dans l'élément, on va lui dire, ah bah, prends ce truc texte. Alors, qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Voilà. Alors, le fichier texte, il faut qu'il ait un format un peu particulier. Pourquoi j'ai fait ça? Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que Unity, avec travers le temps, les scriptables, ils peuvent casser, ils peuvent se détériorer, ils peuvent, si tu fais un mauvais git commit, il perd toutes les données. Donc Unity est pour moi un peu instable. Alors que fichier texte avec un bon petit format, ça traverse le temps si tu ne changes pas le standard. Et ici, le standard est assez clair, hein, c'est process name, c'est quel est son nom, one line, c'est décrire un peu, learn more URL, c'est bah, où est-ce que tu peux apprendre plus. Call text ID, c'est comment on fait pour appeler ce shader depuis un ID qu'on lui donne. Creator name, c'est qui l'a créé. URL, c'est comment on le contacte. Et description, c'est juste plus d'infos sur bah, qu'est-ce que fait ce shader hors ligne, quoi. Donc voilà, c'est un petit format à respecter. Donc il faut aller faire copier-coller de ce format-là. Et bah, du coup, comme ça, on crée de la doc qu'on peut charger. L'avantage, du coup, c'est qu'on peut faire des exercices sur Git, sur comment créer les shaders et tout, sans devoir aller trop dans Unity. Et en ayant un truc qui persiste dans le temps. Ok, donc maintenant qu'on a créé notre texte, vous voyez, ça ressemble à ça. On a un scriptable qui contient un texte et le matériel. Donc ici, on va le trouver dans Resources, on va le charger, on va l'envoyer dans le générateur et ça va le créer. Tadam!
Hem, oui, j'essaie de dire qu'il y a un autre exercice, que je ferai une autre vidéo beaucoup plus simple qui n'explique que cette partie-là pour pas que ce soit trop long, évidemment. Ça donne quoi du coup? Alors, Reality Hacker Application. Ouais, donc notre but, c'est de créer le Reality Hacker Application, comme je vous ai dit au tout début de cette vidéo. Donc il y a un autre projet que j'ai fait durant la Global Game Jams, qui montre un peu à quoi ça ressemble. Donc ici, si je vais dans la scène, vous voyez, ça s'appelle, Global, Game Jams. Global Game Jam Mask and Shader Cardboard. C'est ce que j'ai fait durant la Global, pendant le soir. Et donc, parce que je faisais ça après les cours avec les étudiants, je faisais ça le soir. Donc ici, on a une à gauche, une à droite. Et donc du coup, une fois que vous utilisez les outils que je vous ai montrés dans cette vidéo-ci, ça donne ceci. Alors, je crois que dans la vidéo, j'ai oublié de couper une partie. Parce que cette partie-là, dans mes souvenirs, la webcam, elle veut pas charger parce qu'elle est bloquée par OBS. Donc je vais devoir avancer un tout petit peu. Ici, je vais brancher une webcam. Voilà. Hop. Ici, vous voyez que je rajoute ma webcam, dans la liste. Voilà, c'est ça. Vous voyez ici, on a, tout le cours que je vous ai montré jusqu'ici, sauf que maintenant on a une image, on peut cliquer dessus et on peut choisir le shader. Vous voyez ici? On a le shader blanc, on a le shader bleu, cyan. On a ici pour changer de gauche à droite, les images, parce que selon le cardboard que vous utilisez, il faut le changer un peu. On a du rouge, on a des filtres, mauve, on a des filtres blancs, on a du flou, on a de la Game Boy, on a, plein de types différents. Donc tout ça, c'est chargé automatiquement depuis ressources et de manière non documentée, vu que c'est juste des shaders dans ressources. C'est ça que je vous expliquais au début de cet exercice-ci. Alors ici, les petits boutons, ça permet juste de synchroniser une image ou l'autre, c'est ça les petites flèches. Le plus ça augmente, le moins ça diminue. Tada! Il y a des shaders qui sont trop stylés. Alors, il y en a qui passent très bien sur PC, mais il y en a beaucoup qui ne passent pas du tout sur téléphone. Donc il faut aller tester sur téléphone. Alors celui-là, à votre avis, ça sert à quoi? C'est un shader que j'ai créé dans Fortnite pour viser au sniper. Ça me faisait rire de faire un shader de triche pour rigoler. Ça met juste une petite flèche, ça zoome et ça utilise ce qu'on appelle le sobble. C'est la différence des pixels pour trouver les bords. Donc vous comparez les couleurs des pixels, ça vous permet de trouver les bords des objets et donc d'afficher les bords avec une couleur différente. Donc ici rouge. Et donc voilà, plein de petits trucs super marrants. Hi. Et me voilà en rouge arc-en-ciel. Donc je vais aller dans l'autre sens maintenant pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble quand c'est pas sur un écran mais sur une webcam. Donc vous allez voir, pom pom pom, je prends ma tête, voilà, donc ça c'est du sobol colorisé. Ça c'est des couleurs, des retirés couleurs. Ça c'est des aversions et des réductions. Donc voilà un peu tous les shaders que vous avez vus sur l'écran, sur une webcam, ça donne pas la même chose, hein. Tada! Ah ça c'est du sobol inversé. C'est quand vous montrez les lignes mais que vous inversez les couleurs. Et voilà! Fin de la vidéo. Basiquement, ici, mon but c'était de faire un post-mortem, de l'atelier que j'aurais dû donner pour me souvenir de ce que je dois donner la prochaine fois. Et aussi, bah, on ne sait jamais que quelqu'un intéressé tombe sur cette vidéo, il y a plein d'informations intéressantes. Les codes sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les chercher et les utiliser. Ils auront peut-être changé d'ici là, hein, parce qu'en un an ou deux, il peut y avoir un code ou l'autre qui change, mais l'idée reste la même. Et donc voilà, en espérant que ça vous plaise, et à la prochaine. Ciao, ciao. Que le code soit avec vous et que la couleur soit avec vous cette fois-ci.